par la suite. Euh, alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est la thématique de cette intervention, c'est l'intelligence artificielle, euh, technologie, stratégie, impact. Donc on est à la troisième partie. On a déjà fait une première présentation qui était un peu plus générique, qui était une présentation de l'ensemble des sujets qui vont venir. Une deuxième présentation qui était un peu plus focus sur le contexte marocain et sur la partie, on va dire, plus relatif au Covid, à la situation aujourd'hui du Covid et comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ce contexte. Donc, dans cette troisième présentation, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord, je vais essayer de reprendre certains éléments qu'on avait vus au début, mais en les détaillant. Donc, j'espère maintenant qu'avec la présentation, ça pourra être visible. Et donc, l'objectif, c'est d'être un peu plus dans une logique où on peut, on va dire, voir de manière plus détaillée comment l'intelligence artificielle s'applique dans le contexte actuel, dans on va dire, dans l'entreprise. Et je vais en même temps parler de comment monter un premier projet d'intelligence artificielle. Donc, on va commencer par ça en fin de séance. J'espère qu'on aura le temps pour le faire. Et on va très probablement le continuer la séance prochaine où on va essayer d'avoir des exemples pratiques comment on peut monter un premier programme d'intelligence artificielle, même si on s'y connaît pas forcément en développement. Parce qu'aujourd'hui, on a l'avantage de disposer d'un certain nombre d'outils qui sont assez puissants et qui permettent en fait d'avoir une certaine facilité de monter un projet d'intelligence artificielle. Donc on va essayer de voir comment ça peut se faire. Donc encore une fois, je vais essayer de prendre 5 à 10 minutes. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais 5 à 10 minutes pour revoir un certain nombre d'éléments qu'on a vus déjà par ailleurs auparavant, juste pour les préciser, avec des slides, donc pour pouvoir justement avoir une vision un peu plus claire de ce que je disais oralement sur les deux précédentes présentations. Donc, on avait commencé par l'intelligence, donc encore une fois, juste petit rappel, l'intelligence c'est l'apprentissage, c'est la reconnaissance et c'est la résolution. Donc l'apprentissage, on avait dit, c'est de la mémorisation avec de la classification. La reconnaissance, c'est la capacité de reconnaître son environnement, donc que ce soit sur le plan visuel, sur le plan auditif, sur le plan des objets, etc. Et donc c'est toute la partie liée à la reconnaissance. Bien sûr, reconnaissance d'image, OCR, etc., reconnaissance de caractère. La partie résolution, c'est tout ce qui s'intéresse à résoudre des problèmes réels. Donc, j'ai pris des exemples très concrets. Aujourd'hui, on cherche des vaccins pour le Covid-19. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle. Google, par exemple, a mis à disposition des chercheurs dans les laboratoires pharmaceutiques des outils qui permettent de faire des hypothèses sur des molécules qui ont potentiellement la capacité de résoudre le problème. Bien sûr, tout ça est basé sur un historique de plusieurs années sur l'étude des différents coronavirus et des différentes épidémies qui ont eu lieu auparavant, et c'est basé aussi sur des expérimentations qui ont été faites dans un certain nombre de pays. Ça, c'est un exemple de résolution. Donc, je vais passer l'ensemble de ces slides pour aller sur la partie taxonomie. Donc, on avait différencié entre l'intelligence appliquée et l'intelligence artificielle générale. Donc, l'intelligence artificielle appliquée, ça s'applique à un domaine particulier. Donc, ça peut être la reconnaissance de caractères, donc lire dans un document et récupérer les caractères. Ça peut être la reconnaissance faciale, ça peut être la reconnaissance vocale, ça peut être l'intelligence appliquée au domaine de la gestion de risque. L'intelligence générale, et c'était l'ambition initiale de cette discipline qui a été créée il y a plus de 60 ou 70 ans, c'est la possibilité carrément d'avoir un ordinateur qui peut simuler l'intelligence d'un humain, donc qui est capable d'avoir plusieurs types d'intelligence appliqués à plusieurs domaines. Je vais faire un petit arrêt sur le slide relatif à la partie machine learning, deep learning et réseau de neurones. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle comprend tout ça. Le machine learning est une discipline au-dessous de l'intelligence artificielle qui est de l'apprentissage, on va dire presque automatisé. Donc, c'est la machine qui apprend. Il n'y a pas de logique de moteur de règles ou d'expertise ou de système expert qui est basé sur une expertise réelle. On se base sur la donnée brute et sur la base de cette donnée brute, on arrive à faire, à avoir de l'intelligence appliquée. Donc, dans ce machine learning, donc, qui est un apprentissage automatique, etc.,
il y a une discipline qui est les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, c'est une façon de faire de l'apprentissage automatisé en utilisant un système qui ressemble à ce que fait le cerveau humain. C'est-à-dire que c'est un ensemble de couches de neurones qui communiquent entre eux, qui vont essayer à partir de données brutes. Donc, je vais vous donner des exemples, mais peut-être tout à l'heure je vais y revenir. En prenant par exemple des visages, des images avec des visages, elle va essayer de sortir de ces images avec des visages des règles qui vont permettre de reconnaître un visage humain. Et donc, ça veut dire qu'on va essayer de transmettre de l'information au fur et à mesure dans un réseau de neurones. Et à partir de ces informations, on va commencer à construire de manière non réfléchie, c'est-à-dire que c'est pas conscient, donc c'est inconscient. On arrive à avoir ou à mettre en place un certain nombre ou à reconnaître un certain nombre de règles qui vont nous permettre de reconnaître des images, des caractères, des objets, etc., des visages. Et le deep learning, donc c'est une discipline dans l'apprentissage automatisé, etc., qu'on appelle l'apprentissage approfondi. Donc là, on est vraiment dans la logique où finalement on n'assiste pas, donc on n'est pas dans une logique d'assistance de la machine, c'est la machine qui explore. Donc juste pour vous donner un exemple, c'est l'exemple qui est connu du jeu d'échecs ou du jeu de Go, où en fait la machine, elle va commencer elle-même à construire des scénarios, donc à jouer aux échecs, et à partir du nombre de parties qu'elle va jouer, elle va pouvoir commencer à construire justement son moteur de règles. Alors, bien sûr, à partir du moment où on est dans le machine learning et encore plus dans le deep learning, ça suppose que la machine dispose de capacités d'un côté de calcul et de capacités et de bases de connaissances, donc d'images ou de contenu de data qui est suffisamment important. Très bien, donc je vais passer ça. Donc ça, c'est toujours pour revenir donc le cas des réseaux de neurones. Donc ça, c'est un exemple qui montre un peu comment ça fonctionne. Donc on a au début une liste d'images. Sur la base de cette liste d'images, on essaie de construire un premier niveau d'information ou de connaissances. Et derrière, donc il y a un certain nombre de layers, donc de couches qui vont nous permettre, d'une certaine manière, d'échanger de l'information et de sortir à la fin avec des règles. De toute façon, on va revenir à ça au moment où on va parler de l'aspect un peu plus pratique de l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, j'avais parlé aussi de NLP, NLU, NLG. NLP, c'est la capacité de reconnaître un langage, donc c'est du Natural Language Processing, la capacité de traiter du langage. Le NLU, c'est la capacité de comprendre du langage, et le NLG, c'est la capacité de générer du langage. Et donc, encore une fois, ces disciplines sont fondamentales dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire la capacité de comprendre qu'est-ce que les gens sont en train de dire et de pouvoir générer du langage est quelque chose de fondamental. J'avais parlé, encore une fois, la première séance d'un certain nombre d'algorithmes qui ont été développés par Facebook, qui ont à un certain moment commencé à développer leur propre langage. Encore une fois, dans tout ça, il y a des limites que je ne vais pas aborder, mais on pourra y revenir par la suite. Je vais peut-être faire une petite parenthèse tout à l'heure autour des enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle, notamment, et c'est très important de le dire, notamment en termes de risques liés d'un côté à l'emploi, à la non-compréhension des algorithmes, à la question du choix et de la décision, et potentiellement aussi aux questions sociales et économiques. Très bien, bon, ça c'est un graphe que j'avais abordé la première séance, mais qui est fondamental, donc j'essaie d'y revenir. Alors, ce graphe, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il permet de montrer, alors, je ne sais pas si c'est très visible ou pas, mais c'est une courbe qui permet d'avoir une idée sur les tendances avec leur niveau de maturation. Alors, ce que ça nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a des disciplines qui sont aujourd'hui assez matures en termes d'intelligence artificielle. Alors, si je prends par exemple un exemple, la reconnaissance aujourd'hui vocale est un domaine dans l'intelligence artificielle sur lequel il y a eu énormément de travail sur les 20 et les 30 dernières années. On a commencé par faire de la reconnaissance simple. Aujourd'hui, on est arrivé à faire de la reconnaissance en langage naturel. Le sujet de la reconnaissance vocale aujourd'hui, il est assez mature. Donc, il y a déjà une dizaine d'années,
aussi bien Apple que Google ont lancé des logiciels qui permettent de faire ça. Et avec les logiciels qu'ils ont lancés, donc Siri d'un côté, Google Now de l'autre, et ces logiciels ont permis, ou Google Voice, ont permis aujourd'hui d'arriver à un niveau de maîtrise du langage. Donc la data qui a été collectée pendant toutes ces années, des utilisateurs qui ont utilisé Siri et Google Voice, ont permis aujourd'hui d'avoir un système qui est carrément infaillible. Donc on a vu dernièrement, par exemple, on a mis en place un système qui permet de faire de la traduction en temps réel. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire discuter deux personnes de deux pays différents. Bien sûr, la limite, c'est que ça comprend un certain nombre de langues, pas d'autres. Donc aujourd'hui, le niveau de la reconnaissance vocale en anglais, il est vraiment assez puissant. C'est-à-dire on arrive à vraiment comprendre les nuances et le détail de ce que les gens disent. Et donc ça, en conséquence, ça fait qu'aujourd'hui, la reconnaissance vocale sera très probablement le moyen le plus simple et le plus efficace pour faire interagir des gens et pour faire interagir des personnes avec des machines, des programmes, etc. Donc le futur aujourd'hui, et encore une fois, on est sur des niveaux dans la courbe de maturité, on est sur des technologies aujourd'hui qui sont arrivées à un niveau de maturité assez importante, qui aujourd'hui sont déployables tout de suite, qui peuvent aujourd'hui automatiser un certain nombre de dialogues. On a déjà vu dans des films la possibilité avec la voix de commander, par exemple, on a vu déjà ça dans la réalité aussi, de commander des ascenseurs, de commander des maisons, de la domotique, etc. Donc aujourd'hui, on a des outils comme les enceintes connectées comme Alexa ou Google Home qui aujourd'hui arrivent à nous permettre, par exemple, de connaître la météo, d'avoir sa musique préférée, de pouvoir en fait faire énormément de tâches, ou en tout cas de reconnaître énormément de phrases et de possibilités et de pouvoir aider et assister les personnes dans pratiquement en fait, tous les domaines de la vie. On a aujourd'hui des technologies qui sont au niveau du hype. Donc des technologies aujourd'hui comme les chatbots, etc., ils sont à un niveau de hype. C'est-à-dire que c'est des technologies aujourd'hui qui sont à un niveau de maturité moyen. Ça permet de faire pas mal de choses, c'est-à-dire que ça peut permettre d'automatiser un certain nombre de tâches au niveau de l'entreprise. Ça permet par exemple de garantir un service tout le temps par rapport à des questions que les gens peuvent se poser. Ça permet de faire du support technique automatisé, ça peut permettre de faire du support client automatisé, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est des technologies qui ne sont pas aujourd'hui à un stade de maturité qui est parfait, c'est-à-dire qu'elles doivent d'une certaine manière continuer à être assistées. C'est-à-dire on peut avoir ce type de système pour permettre d'alléger la charge sur des agents dans un centre d'appel, ça permet d'alléger la charge sur des téléopérateurs ou des gens qui sont dans le service client. Ça permet éventuellement de répondre aux besoins des clients à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, mais ça ne peut pas aujourd'hui remplacer de manière parfaite l'agent humain. Maintenant, l'agent humain peut aider à améliorer le système. C'est-à-dire on peut envisager des systèmes de chatbot, c'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé, mais c'est des choses aujourd'hui qui sont déjà dans l'industrie. On peut envisager que aujourd'hui un chatbot réponde à 80% ou 85% des requêtes d'une personne de manière automatique, en mettant en place une base de connaissances assez poussée, et que dans les 15% restants ou les 20% restants des cas, ça va être un agent humain qui va répondre, et cet agent humain va permettre au système d'apprendre et de s'améliorer. Donc voilà. Donc on n'est pas encore à un niveau, on va dire, assez poussé de maturité, parce que c'est des technologies qui viennent de démarrer, et c'est l'expérimentation et c'est la data qui vont permettre d'améliorer la qualité de ces systèmes. Dans le cas vocal, ça se fait depuis 10 ans. Dans le cas des chatbots, ça se fait depuis à peu près 3 ans. Et donc, il y a encore du temps qui est nécessaire pour justement qu'on arrive à maturité. Maintenant, c'est des technologies, encore une fois, qui peuvent aussi être utiles et qui sont utilisables immédiatement. Après, on a des technologies, donc comme vous le voyez sur le graphe, il y a des technologies aujourd'hui, notamment l'IA appliquée à toute la partie industrielle, donc à la production, etc., qui sont au tout début d'expérimentation, et donc sur lesquels on est plus aujourd'hui dans des logiques de POC, mais qui vont au fur et à mesure évoluer vers des logiques de produits.
Donc, toujours dans le même sens, ça permet de donner une idée sur quelles sont les technologies aujourd'hui qu'il faut prioriser. Et donc, encore une fois, on revoit cette même logique. Donc, il y a du must-have, il y a du nice-to-have, et on a des choses qui sont aujourd'hui encore, on va dire, à l'état de l'expérimentation. Et donc, ça, voilà, ça vous donne un peu une idée sur quel type de choses il faut absolument commencer dès maintenant à réfléchir, à déployer, et quelles sont les choses aujourd'hui sur lesquelles on est encore à l'expérimentation. Bon, bien sûr, si on est étudiant, il est tout à fait logique d'être énormément sur des choses, de commencer à apprendre tout ce qui est nice to have, parce que c'est ce qui va devenir dans 2 ans, 3 ans du must have. Donc c'est vraiment important aussi, dans une perspective d'apprentissage, de ne pas négliger tout ce qui est en bas de l'escalier et de commencer à expérimenter sur ce type de technologie. Alors ça, c'est une sorte d'infographie ou de panorama on va dire, des startups qui sont dans le domaine du machine learning et de l'intelligence artificielle. Bon, je pense que c'est pas très visible, mais de toute façon, l'idée, c'était de dire que dans ce domaine, dans ce grand domaine, il y a un certain nombre de disciplines et aujourd'hui, il y a énormément de startups. Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que aujourd'hui, dans ce domaine, il y a très très peu de startups en Afrique, très peu de startups aussi au Moyen-Orient, et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un effort énorme à faire dans ces pays, sachant qu'aujourd'hui, le frein n'est pas un frein technologique. Le vrai frein, aujourd'hui, c'est un frein de données. Et donc, les technologies sont plus ou moins maîtrisées. Bon, bien sûr, il y a aussi un frein relatif au niveau de maturité du pays, sur le plan du pays et de la connaissance dans le pays, sur un plan aussi bien éducatif que sur un plan industriel et économique. Mais bon, encore une fois, c'est important aussi de le mentionner, et c'est important de dire qu'il y a tout un champ de possibles qui est à explorer, et encore une fois, moi je pense que ça ne peut se faire, comme je l'ai dit lors de la première intervention, que ça ne peut se faire qu'avec une vraie stratégie, aussi bien dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'industrie, pour justement essayer de booster au maximum, de financer tous les projets innovants dans le domaine de l'intelligence artificielle et de commencer à se positionner. La question aujourd'hui n'est pas une question je veux dire, de décor, c'est une question fondamentale. Bien sûr, tout en disant que cette intelligence artificielle doit être au service de l'humain, doit être appliquée dans les domaines les plus communs, dans l'éducation. On commence à avoir un certain nombre de startups qui commencent à s'intéresser à ce sujet, et je pense que dans le domaine aujourd'hui de l'éducation, il y a énormément de choses à faire. Je voulais peut-être juste donner un exemple d'une entreprise d'une startup qui a été lancée au Maroc, qui est dans ce domaine, qui s'appelle Matscal, et en fait qui fait de l'apprentissage de mathématiques basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle est appliquée à 2 niveaux. D'abord dans le niveau assessment, c'est-à-dire dans le niveau de comment on évalue le niveau d'une personne. Et donc, cette évaluation, c'est une évaluation personnalisée où il y a de l'adaptatif. Donc, on n'est pas dans une logique d'un formulaire qu'on remplit, mais on est vraiment dans une logique de test de connaissances et de test adaptatif de connaissances. Et donc, ça demande un certain nombre de travail sur ce sujet. Et il est aussi appliqué dans le domaine de la personnalisation du parcours. Le but de cette start-up, je ne fais pas de pub, c'est juste que on a parlé de l'éducation, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on commence à peine à avoir des startups qui s'intéressent à l'IA appliquée à un certain nombre de domaines. Donc, dans l'éducation aujourd'hui, au lieu d'être dans l'éducation de masse, la tendance aujourd'hui, c'est d'être dans l'éducation personnalisée. Et l'éducation personnalisée ne peut se faire justement qu'avec d'abord une logique de profiling qui soit la plus intelligente possible. Donc, on arrive vraiment à profiler de manière précise quel est le niveau d'un étudiant, d'un élève en mathématiques. Et à partir du moment où on arrive à personnaliser le parcours, donc on met en place une sorte de système de remédiation et potentiellement de développement de connaissances basé sur le profil personnel de la personne. Alors, juste pour vous donner un exemple, dans les capacités cognitives de l'élève ou de l'étudiant, on essaie de voir est-ce que c'est quelqu'un qui a une intelligence plutôt visuelle, est-ce qu'il a une intelligence plutôt de calcul et de computation, ou c'est quelqu'un qui a une intelligence qui est plutôt sociale. Et en fonction de ces éléments, on va, au fur et à mesure,
essayer d'adapter la manière avec laquelle le programme, et ça se fait en temps réel, c'est-à-dire c'est pas juste on va dire une correspondance automatique, une base de données qui dit si c'est, enfin, pour telle valeur, c'est telle valeur. C'est vraiment de l'adaptatif et ça se fait de manière automatisée et en fonction de la réaction de l'étudiant par rapport à une manière ou une méthodologie, ben, on essaie au fur et à mesure de s'améliorer de manière automatique dans le sens où on essaie de lui proposer la meilleure façon et qui lui permet d'avancer le plus rapidement. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors, pour revenir à cette slide qui parle d'industrie 4.0, parce que c'est très lié, donc encore une fois l'intelligence artificielle, c'est très bien dans le domaine, on va dire, du développement et quand ça répond à des problématiques, on va dire, importantes, socialement importantes comme l'éducation et la santé. Mais ça s'applique aussi au domaine de l'industrie. Donc, encore une fois, quand on parle d'industrie 4.0, l'industrie 4.0, un des éléments phares de l'industrie 4.0, c'est le fait d'intégrer de l'intelligence artificielle dans les systèmes. Donc, ça comprend un certain nombre d'autres éléments, notamment tout ce qui est objet connecté, comme on en avait parlé. Ça comprend aussi toute la partie connectique, donc toute l'intelligence pour arriver à de la connexion en temps réel basée sur la 5G, etc. Mais un des éléments fondamentaux, c'est aussi la capacité d'utiliser de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Alors, je tiens quand même à préciser que l'industrie 4.0 est différente de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Donc, la quatrième révolution industrielle comprend le sous-sujet qui est l'industrie 4.0, mais il comprend un certain nombre aussi d'autres sujets. Bon, pourquoi 4.0? Bon, là, on voit effectivement comment l'industrie a évolué dans le temps. Donc, en commençant par la mécanisation d'abord, en passant par l'électrification, jusqu'à l'électronique et jusqu'à maintenant, on va dire, l'informatique et le digital. Donc là, c'est juste une façon de dire comment aujourd'hui, justement, avec cette industrie 4.0 et avec cette automatisation, on est en train de passer un certain nombre de phases. Donc là aussi, je l'ai mentionné la dernière fois, on passe d'une logique où on était dans l'automatisation des tâches mécaniques les plus, on va dire, élémentaires, à une logique où on a commencé à automatiser des choses intellectuelles, répétitives et routinières, à une logique où on est en train de commencer à automatiser de la décision. Alors, ce graphe est très important par rapport aussi, enfin ces deux graphes sont très importants par rapport à aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle et de cette automatisation sur un certain nombre de pays et sur un certain nombre de domaines. Donc, ce qui est important à noter, c'est que les pays ne seront pas logés à la même enseigne. Donc, quand on voit par exemple l'impact, des pays comme l'Allemagne par exemple ou comme le Japon peuvent être impactés de manière beaucoup plus forte que, quand je dis là impact, c'est l'impact aussi bien en termes d'emploi, que en termes on va dire de destruction de valeur dans un certain nombre de pays. Bon, le Maroc n'y est pas parce que probablement on n'est pas encore, je veux dire, on n'est pas d'abord un pays industriel, pour être clair, et on est vraiment dans les premières phases d'industrialisation, grâce peut-être un peu à ce qui est en train d'être fait dans l'automobile, dans l'aéronautique et peut-être dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact va quand même être considérable. L'industrie automobile qui repose sur énormément de main-d'œuvre et sur lesquelles aujourd'hui on a quand même misé, est une industrie qui va être impactée de manière très forte. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple l'Allemagne dans les pays les plus impactés. Elle va être impactée de manière très forte par l'intégration de l'intelligence artificielle au niveau des chaînes de fabrication et de production. Parce qu'en fait, tout ce qui est fait aujourd'hui par des humains, il va probablement commencer à être fait par des robots intelligents qui vont être capables de reconnaître leur environnement, de mesurer et d'être plus efficaces, etc. Donc voilà. Alors après, tout ça a des limites. Donc c'est très bien de dire, ok, ben, on va pouvoir faire des choses et ça va détruire des emplois. Dans la réalité, on doit... Dans la réalité, il est vraiment important de dire qu'il y a quand même des limites à cette tendance. D'abord parce que, premièrement, il faut noter que aujourd'hui, quand on parle d'artificiel, aujourd'hui, ça permet de gérer de manière très facile des choses routinières. Mais dès qu'on commence à parler de choses difficiles, le coût de l'intelligence est plus important du coût par rapport au coût humain. Donc, il faut encore une fois se dire que
On ne va pas juste dire, bah, demain on déploie un système d'intelligence artificielle, ça va remplacer facile ce que fait l'être humain de manière basique et routinier, mais ça peut commencer à devenir bugué, comme on dit, dès qu'on commence à avoir des sujets plus sérieux et plus compliqués. Donc voilà, pas un sujet qu'on peut, voilà, on va dire, bon, ok, c'est. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un vrai enjeu aussi par rapport à la question de la décision et du choix. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais aujourd'hui, c'est un sujet sur le plan éthique, c'est un des enjeux aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il faut comprendre aujourd'hui que quand on ne sait pas sur quelle base il les prend. Donc on n'a absolument aucune sorte de maîtrise sur les choix d'affaires qui ont été, on va dire, médiatisés. Alors pour du recrutement, par exemple, quand un algorithme a privilégié des hommes blancs en termes de recrutement parce que sur la base de l'historique des recrutements, c'est ce qui a marché. Et donc, juste sur la base d'un historique, l'algorithme a pris des décisions qui ne sont pas forcément convenables. Bon, la semaine dernière, je pense qu'il y avait quelqu'un, une personne d'Intelsa que je remercie, qui a parlé du fait qu'aujourd'hui, déjà, Intelsa, elle a intégré, Intelsa Maroc, elle a intégré des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment sur l'évaluation des CV, mais aussi sur la première logique d'évaluation basée sur un chat automatisé. Donc, ça, c'est très bien. Encore une fois, il faut faire attention à quels sont les critères qui sont derrière. C'est-à-dire aujourd'hui, ok, c'est du machine learning, ça permet de se baser sur l'ensemble de l'historique de données, mais dans cet historique de données, il peut y avoir des biais. Et ces biais aujourd'hui, comment on peut les lever? Le problème, c'est qu'on ne sait même pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces algorithmes sont tellement qu'on ne sait même pas qu'ils appliquent. Donc, c'est juste basé sur l'ensemble des données, donc on a absolument comment la décision est faite. Et ça repose la question derrière, qui est la question de qui est responsable. Donc quand on prend une décision, et on prend une décision qui peut avoir un impact parfois humain sur des vies, je vous donne un exemple, dans les voitures autonomes aujourd'hui, il commence à y en avoir de plus en plus dans nos routes, il y a aujourd'hui des décisions qui vont être prises. La voiture autonome va décider d'arrêter. Quand je parle de voitures autonomes, c'est pas que des voitures comme Tesla. Aujourd'hui, dans des voitures, je veux dire, même entrée de gamme aujourd'hui, on commence à avoir des systèmes de freinage automatique, des systèmes pour éviter en fait les obstacles, etc. Et tout ça aujourd'hui, on sait très très bien qu'il peut y avoir des choix à prendre. Alors, exemple, on a une voiture qui fonce et en face, elle a deux personnes, une personne d'un certain âge, une vieille personne, et une personne, il y a un enfant, ou il y a une personne qui est un enfant qui est dans la voiture et une personne d'un âge qui est dans la route, dans la décision qui va être prise par la voiture, par l'algorithme dans la voiture autonome, pour dire est-ce qu'on pense, on tourne, quand je dis enfant, c'est-à-dire est-ce qu'on freine, est-ce qu'on tourne, etc., ben, ça va avoir des impacts. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quelle base il est fait. Et qui est demain, il y a un choix qui est fait qui n'est pas le bon choix. Donc ça, c'est fondamental. Et encore une fois, c'est pas un truc anodin. Je pense que c'est des choses qui ont un impact réellement sur des vies. Je sais qu'il reste encore une fois, je tiens quand même à m'excuser pour ce comprendre. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc ça, c'est les cas d'application de l'IA. Encore une fois, je vais revenir sur ce slide, juste pour expliquer. Vraiment, je suis vraiment désolé pour les soucis techniques aujourd'hui qu'on a eu, ou maintenant pour la présentation, qui n'est pas... J'espère en tout cas que les choses sont claires. Mais encore une fois, pour revenir au cas d'application, au niveau d'une entreprise, les cas d'application sont aujourd'hui de 4 types différents. Bon, je vais essayer peut-être d'appeler ce truc est plus visible. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, on a toute la partie prédiction. Donc, l'analyse prédictive, aujourd'hui, c'est assez
assez mature. Donc, on arrive à faire des choses assez intéressantes en termes d'analyse prédictive. J'ai pris le cas du Covid en disant on peut analyser et faire des prédictions sur l'évolution des cas. Dans l'entreprise, il y a énormément de choses qui sont concernées par l'analyse prédictive. L'analyse prédictive, c'est la capacité de dire est-ce que, par exemple, à quel moment la machine peut commencer à avoir des problèmes. Donc, on met de la maintenance. Donc ça, c'est de l'analyse prédictive. Et ça c'est basé sur l'historique de données de manière plus ou moins précise. Et ça se précise au fur et à mesure qu'on injecte des données, qu'on a des données historiques. Ça permet de dire, ben, la machine, elle doit, on doit la maintenir en telle phase parce qu'on a bon, qu'elle puisse tomber en panne à un moment donné. Donc c'est très important de ce type de contexte. Donc ça, c'est dans l'industrie. Dans la finance, c'est énormément aussi de cas qui sont appliqués. Alors la finance, on a tout le domaine de la bourse, etc., qui est aujourd'hui, bon, j'en ai parlé, et je pense qu'il y avait une question la semaine dernière relative à ça. Aujourd'hui, quand on parle d'évolution, par exemple, de cours, l'ensemble des analystes aujourd'hui financiers qui travaillent sur l'évolution des cours du prix du pétrole, des cours en bourse d'un certain nombre d'actions ou d'un certain nombre de portefeuilles d'actions, ils se basent sur l'analyse prédictive. Donc toute évaluation dans le domaine financier, elle comprend à l'intérieur un certain nombre d'éléments relatifs justement à l'intelligence artificielle. Bon, peut-être on l'appelait pas comme ça, mais c'est des algorithmes. C'est des algorithmes qui sont basés sur des statistiques, sur de la probabilité, et dans beaucoup de cas qui incluent des algorithmes de machine learning, de big data, etc. dedans. Donc ça, c'est un premier domaine qui est un domaine, on va dire, qui est assez utilisé et sur lequel on a de la maturité. Dans le domaine aussi on va dire de la finance, c'est quelque chose qui est très, très utilisé au niveau des banques et des assurances. On ne fait que ça, en fait, quelque part. On ne fait que de l'analyse prédictive parce que on a besoin d'avoir une idée sur l'évolution des assets de l'entreprise. On a besoin d'avoir une idée sur, par exemple, le scoring des clients et comment ils évoluent. Est-ce qu'il peut y avoir éventuellement des risques de défaut de la part d'un client entreprise ou d'un client particulier. Et tout ça, c'est basé justement sur l'analyse prédictive. Alors, l'analyse prédictive, c'est une... Et l'intelligence artificielle, donc, pour que les choses soient claires, l'intelligence artificielle, le big data, il utilise énormément de machine learning. Donc, il y a aussi, dans tout ce qui est analyse massive des données, il y a aussi un volet d'intelligence artificielle qui peut être soit structurer les données, soit les comprendre, soit trouver des solutions. Donc, encore une fois, si je reviens au cas, quand on fait, par exemple, de l'analyse du comportement du utilisateur, on va récupérer des données des réseaux sociaux. Ces données ont besoin d'être comprises, donc interprétées. On a besoin de faire du sentiment analysis dessus. Alors, je prends des exemples concrets. Je veux savoir qu'est-ce que les gens disent à propos d'une marque. Pour savoir récupérer du texte. À partir de ce texte, je vais appeler NLP pour pouvoir sortir quelles sont les relations avec la marque. Et ces intentions, donc cette analyse d'intention, voire de sentiments, on parle aussi de sentiment analysis, elle est fondamentalement basée sur justement des algorithmes d'intelligence artificielle. La relation client, donc améliorer l'engagement client, ça c'est des choses, je pense, que vous connaissez déjà et qui sont déjà appliquées de manière assez par les leaders d'Internet. Je ne sais pas combien de temps on a encore, vraiment quelques minutes. Je vais essayer de conclure. Encore une fois, tous mes excuses. Je vais essayer de faire éventuellement une présentation complémentaire que je vais essayer de partager rapidement. Alors, ça c'est les cas d'utilisation. Donc, encore ça dépend des domaines. Donc, en horizontal, on a les différents types de... Donc, on a les domaines et les industries. Et donc, on voit que les cas d'application sont différents selon qu'on soit dans une industrie de type télécom, de type service, ou qu'on soit dans de l'industrie pire, ou qu'on soit dans la logistique. Et donc, en fonction de ça, on a des comportements différents. Bon, juste pour conclure.
Je pense qu'il y a une intervention qui va venir juste après. Je vais revenir à ces slides lors de la prochaine intervention pour essayer d'être un peu plus précis sur des cas d'application en marketing, dans les fonctions internes, en RH, etc. Et encore une fois, je vais essayer surtout de donner des exemples comment utiliser aujourd'hui Amazon, qui a aujourd'hui des API, qui a une dizaine d'API, voire une centaine d'API relatifs à l'intelligence artificielle, comment utiliser éventuellement des outils IBM. Alors, quand je dis utiliser, là, ça prend quelques minutes. Il faut créer un compte, il faut peut-être, quand on a une carte l'alimenter, mais même on n'en a pas besoin parce qu'au tout début, on peut utiliser des API, par exemple, de reconnaissance faciale, de Google ou de Amazon sans payer quoi que ce soit. Donc il suffit de prendre l'API, il y a des exemples qui sont donnés, on peut avec je veux dire, avec un programme qui est facile, mettre en place une petite application qui permet par exemple de reconnaître des images, de reconnaître des objets, de reconnaître des caractères. Donc on va essayer de voir des cas d'application très concrets. On peut essayer aussi de voir comment on peut utiliser, par exemple, Amazon ou IBM dispose d'outils pour générer aussi des chatbots. Donc on peut aussi voir comment on peut utiliser ça de manière assez facile. Encore une fois, pour éviter de prendre du temps de la prochaine intervention, je vous remercie. J'espère que ça a été utile. Je suis encore une fois désolé pour le test. Alors j'ai fait un test juste avant qui a marché avec le son. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour faire en sorte que le son ne marche pas sur l'outil de streaming. Encore une fois, merci pour votre temps. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine, même heure. Et je vais essayer entre-temps de faire une présentation complémentaire que je vais essayer sur ma page. Je vais voir s'il y a moyen de la faire aussi sur la page qui permettra de compléter les points qu'on n'a pas pu aborder à cause de cette contrainte de temps. Tabarakallah alaikum, merci beaucoup. Tahallaw fi raskoum, protégez-vous, prenez soin de vous, portez-vous bien. ونتمنى الله انه هاد المحنه elle va passer inchallah rapidement. Juste petit appel, tous ceux qui peuvent contribuer et qui peuvent aider, n'hésitez pas à le faire. C'est un moment où on doit être solidaire, on doit être au maximum au service des gens les plus pauvres et les plus démunis, soit par notre intelligence, soit par nos moyens, soit par notre bienveillance. Donc, Allah ya'aounkoum, bon courage, merci beaucoup et à très bientôt.